Simon Carreau, est-ce que Québec est une ville de bière, selon toi? Oui, ça a toujours été une ville de bière dans l'histoire. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de microbrasseries à Québec. Et les bières sont excellentes. Là. On a vraiment des bons choix. Il y a encore des nouvelles microbrasseries qui ont ouvert. C'est vraiment une ville de bière. Mais avec nous, aujourd'hui, tu veux revenir sur les débuts donc de cette... les débuts notamment, puis après ça, nous faire une petite histoire de l'histoire. Quelques éléments, j'ai choisi 4 moments là, sur la bière et l'alcool de l'histoire de Québec. De la Nouvelle-France à Dard au début du 20e siècle, mi-20e siècle. Alors, parler de bière. On t'écoute, Simon. Ça a toujours été présent, la bière. Quand on fouille dans les archives, on voit là, que la présence de bière à Québec là, apparaît dès la colonie, là, les débuts de la colonie. 1620, on sait que les Récollets, les religieux, brassaient l'hôpital général de Québec en Basse-Ville, dans le secteur Saint-Sauveur, avant que le quartier Saint-Sauveur existe, puis c'est pour le quartier Saint-Roch, les Récollets brassaient déjà de la bière. On sait que Louis Hébert, là, où est le Vieux-Québec aujourd'hui, le petit séminaire, le parc Montmorency, brassait pour lui puis pour ses voisins et ses amis. Il était apothicaire, Louis Hébert. Puis ce que tu nous dis, c'est qu'en de Sède, il faisait de la boue aussi. On sait que le père Ambroise, je sais pas si ça a inspiré la bière Saint-Ambroise, à Céleri brassait aussi dans les débuts de la colonie. Puis les groupes religieux, un peu tout le monde brassait, c'est ce qu'on voit. Puis j'ai trouvé un chiffre, on dit entre 1648 et 1760, là, dans la Nouvelle-France, on recense 262 propriétaires de débits de boissons. Alors, ça peut être chez vous une table, 2 chaises, puis tu vends de la boisson aux passants, mais c'est quand même beaucoup. Sûrement, la plupart ne restent pas ouverts longtemps, mais ça a toujours été très présent, puis même après, là, quand ça va devenir une ville portuaire. Puis avec l'hiver aussi, on a le temps là, de se tourner les pouces puis prendre un verre. Ça réchauffe. Ce qui fait que la boisson est présente, puis ça nuit un peu, on trouve, à la religion. Hein, les gens arrivent un peu pactés à la messe le dimanche. On veut contrôler l'ivrognerie. Alors, on décide de donner en 1648 un monopole pendant 6 ans à un homme d'affaires qui va ouvrir une auberge qui va s'appeler le Baril d'Or. Et cette auberge-là était située où est le Simons dans le Vieux-Québec. Puis il y a une plaque là, quand on prend la côte de la fabrique. Puis à l'intérieur du Simons, ils ont fait faire une peinture qui montre l'intérieur d'une auberge à cette époque-là. Puis on voit même un bedeau avec une canne qui chasse les gens pour qu'ils aillent à l'église. Alors c'est une légende qu'il y avait autour là, du Baril d'Or. Et comment s'appelle cet homme d'affaires-là? Ça s'invente pas. Jacques Boisdon. Jacques Boisdon. Alors, c'est le premier aubergiste officiel de la Nouvelle-France ici à Québec. Et pendant un bout de temps, là, comme je dis, c'est lui qui a le monopole. Et en échange, il doit fermer son auberge les dimanches puis les jours de fêtes religieuses pour mieux contrôler la consommation d'alcool. Alors, on voit, là, c'est omniprésent là, dès les débuts vraiment de la Nouvelle-France. Sinon, quand on parle de bière Nouvelle-France, on pense souvent à l'intendant Jean Talon. C'est une époque où Jean Talon, dans son rôle politique à Québec, doit s'occuper de l'économie de la ville de Québec. Puis c'est difficile l'économie parce qu'on est une colonie de la France et la France veut plutôt qu'on achète que l'on produise. Mais comme le fleuve est gelé 6 mois par année, c'est dur d'avoir une autonomie alimentaire et aussi là, au niveau de la boisson et de l'alcool. On est à quelle époque à peu près avec Jean Talon? Jean Talon, là, il va ouvrir sa brasserie là, en 1670. Et là, Jean Talon, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il demande au roi, Louis XIV, il demande à Colbert, au ministre, il dit, ça serait bien d'ouvrir une brasserie. On pourrait contrôler la consommation d'alcool, puis comme les gens boivent beaucoup à Québec, au moins, ça ferait des revenus pour l'État. Et en même temps, on serait plus autonome à ce niveau-là. Et le roi trouve que c'est une bonne idée parce que ça coûte cher à envoyer l'alcool à Québec. C'est pas très rentable. Puis même Colbert va lui donner 2 cuves là, pour faire sa bière. Puis il décide de brasser en grande quantité. Alors, il ouvre une brasserie. C'est la première et la seule brasserie, on pourrait dire industrielle en Nouvelle-France. À Québec, pas loin d'où est Séquoia, là, juste en bas de la côte là, du palais. Où est le palais de l'intendant? Ça va devenir après le palais de l'intendant, mais avant, c'était la brasserie. Oui, c'est vrai. Oui. On peut aller visiter les voûtes, puis on parle de bière. Ouais, et on est proche de la rivière Saint-Charles parce que pour faire 1 litre de bière, ça prend 10 litres d'eau. Ouais. Alors, faut être très proche de l'eau. Jean Talon, lui, a une seigneurie qu'on appelle la seigneurie de Lillet. C'est dans le quartier Neuchâtel du Berger aujourd'hui. Alors, il va faire pousser des céréales pour sa brasserie. Puis, il va décider de produire en grande quantité, dont son objectif, c'est de fournir les gens de la Nouvelle-France, mais aussi d'envoyer de la bière dans les Antilles françaises.
C'est un gros projet, beaucoup d'ambition. Il veut aussi là, avoir le contrôle, mais les gens ont le droit de brasser quand même chez eux pour leur consommation personnelle pour eux et leurs domestiques s'ils en ont. Alors, comme tout le monde brasse un peu, les ventes sont pas nécessairement au rendez-vous. Frontenac dit de la bière qu'elle était excellente, mais bien trop chère. En plus, c'est le gouverneur. Si lui, elle trouve trop cher, imagine les autres personnes. Puis sa bière supporte mal la chaleur et le transport vers les Antilles. Alors, ce qui fait que tout ce beau projet-là, va pas fonctionner. Après quelques années, là, la brasserie, là, un peu après le départ de Talon, va fermer. Puis on rouvrira pas une autre si grosse brasserie à Québec. Mais c'est une brasserie qui va marquer quand même les gens. On en parle à Québec, la brasserie Jean Talon. Il faisait pousser du houblon, entre autres, dans la falaise. Puis quand la Barberie, là, qui a ouvert en 1997, dans les débuts de la Barberie, à une époque, ils mettaient un morceau de houblon sur la bière. On m'a dit qu'ils faisaient pousser du houblon dans la falaise et on fait des tests. Puis je sais pas si c'est le houblon de la Barberie ou de Jean Talon, mais les maçons de Parc Canada en restaurant Le Mur dans ce secteur-là ont trouvé des plants là, de houblon là, avec des belles cocottes là, de houblon qui poussaient encore dans la falaise là, tout récemment. Bon. Alors, c'est vraiment, là, ça a vraiment marqué là, l'histoire là, de la ville de Québec. Est-ce qu'on buvait du vin à cette époque-là? Oui, on boit du vin. On est français, on boit du vin. Mais encore là, il coûte cher, il est importé. Faut qu'il résiste aussi. Si le voyage est trop long, là, l'alcool résistait mal. Hein. C'est pour ça, entre autres, les Anglais boivent du Porto parce qu'ils mettaient du sucre pour que le vin résiste mieux au voyage. Alors, il y a toujours ça, la qualité du vin. On prend souvent aussi, le peuple va prendre des alcools. Des fois, on va acheter des alcools comme du rhum moins cher, là, qui viennent des alcools de sucre qui viennent des Antilles. Mais c'est pour ça qu'on essaye là, de rendre les gens plus autonomes. Là. Puis comme il n'y a pas beaucoup de communication, là, vu que avec l'hiver ici, c'est plus difficile. Ouais. Un autre moment, je voulais parler, là, on va faire un bond dans le temps, à la fin du 19e siècle, en 1898. Ça, c'est une anecdote plutôt canadienne, mais qui touche la ville de Québec. À cette époque-là, au Canada, l'Église, surtout protestante, l'Église protestante et évangélique, trouve que les gens boivent trop. Puis c'est pas très bon. Puis là, il y a vraiment des mouvements de tempérance pour moins boire qui partent. Puis l'alcool est contrôlé par les villes. Alors, une ville peut décider que nous, on est une ville sèche. Il n'y aura pas d'alcool dans notre ville. Mais si la voisine décide de vendre de la bière ou de l'alcool, les gens vont aller acheter leur boisson à l'autre ville. Puis économiquement, c'est l'autre ville qui va tout supplanter. Alors, eux font de la pression sur le gouvernement fédéral, le gouvernement de Wilfrid Laurier, qu'on a une statue là, en Basse-Ville, à la frontière de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Il était député là, ici à Québec. Alors, Wilfrid Laurier, on lui dit, faut que le gouvernement fédéral prenne ça en main et qu'il interdise tout vente et consommation et production d'alcool au Canada. Et le gouvernement, et là, je vois nos amis qui réagissent. Marc-André s'est étouffé avec sa bière. Il y a plein de brou, là. La brouille a monté dans le toupette. Et il décide de faire un référendum canadien pour interdire l'alcool au Canada. Et là, j'ai les résultats de ce référendum-là qui sont intéressants. On est tout oui. Colombie-Britannique, 54,6 %. On dit on n'en veut plus d'alcool. L'île du Prince-Édouard, 89,2 %, plus d'alcool. Manitoba, 80,6 %. Nouveau-Brunswick, d'où tu viens, 72,2 %. Nouvelle-Écosse, 87,2 % pour l'interdiction. Pour l'interdiction. Ontario, 57 %. C'est une plus grosse province, mais quand même. Je sais où ça s'en va. Dans le Nord, 68,8 %. Et au Québec, qu'est-ce qu'on dit? 81,2, mais contre! On veut garder l'alcool! Et là, les grosses provinces, c'est l'Ontario puis le Québec. Ce qui fait qu'au total, le résultat, le oui, gagne à 51,2. Le oui à l'interdiction? Oui, à l'interdiction. Gagne quand même, mais juste 51,2. Parce que les autres provinces, il n'y a pas tant de population que ça. Puis on voit qu'au Québec, là, ça passe pas. Ça passe si on enlève le vote des évangéliques et des protestants au Québec, presque tous les catholiques vont voter pour conserver l'alcool. Et là, Wilfrid Laurier, lui, a besoin du Québec pour être élu. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec le résultat du référendum? Il le met dans un tiroir puis il l'applique pas. Jette aux poubelles. Ouais, jette aux poubelles. Alors, l'alcool, l'alcool pour les votes va continuer à flot. Puis le Canada va continuer, ce qui fait que pendant qu'il va y avoir la prohibition aux États-Unis, il y a des fortunes qui vont se faire en achetant et en important illégalement l'alcool du Canada. On pense à Al Capone, mais on pense aussi à la famille Kennedy. Avant d'avoir un président, le grand-père Kennedy s'est enrichi illégalement avec la contrebande d'alcool, dont beaucoup d'alcool du Canada. Absolument.
20e siècle, 1965, le Québec boit de la DAR. Hein? Au Québec, c'est la plus grosse brasserie. 51% des buveurs boivent de la DAR. Et à Québec, 85% des ventes de bière, c'est la bière DAR. Ils ont plusieurs brasseries au Québec, à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. Pas loin de là où était la brasserie Jean Talon, juste collé dans le bas où est la côte de la montagne aujourd'hui, en bas de ce qu'on appelle les nouvelles casernes. La côte du Palais, oui. Alors, d'ailleurs, il y a une exposition consacrée à DAR dans les voûtes du Palais. Les voûtes du Palais, c'est oui, ça. On fait vraiment avec de Jean Talon, avec l'exposition. Et là, les gens boivent de la DAR. Et il arrive en 1965 un premier patient à l'Hôtel-Dieu au mois d'août. Ce dont tu nous parles, il y a des gens qui nous écoutent qui s'en rappellent probablement, là, qui ont vécu cette... tu sais, nous, moi, je suis né un peu après, mais mes parents s'en rappellent, puis les gens, ça a été une grosse affaire à Québec et au Québec. Alors, un premier patient rentre des troubles cardiaques. Et là, pendant quelques mois, jusqu'au début des années 66, il y a une quarantaine de patients qui vont rentrer à l'Hôtel-Dieu, dont une vingtaine qui vont mourir de problèmes cardiaques. Et on va des hommes? Des hommes. Et c'était des gros buveurs. Oui, mettons. Ouais. Et là, on va faire combien à peu près par... il va y avoir une enquête, puis on parle de minimum 6 litres par jour. C'est 10,5 pintes aujourd'hui, minimum par jour de ces buveurs-là, depuis 20 ans. C'est leur consommation depuis 20 ans. C'est qu'il y a un cardiologue, Yves Morin, qui a fait des entrevues qu'on peut voir sur YouTube. Ils ont fait des autopsies sur les décédés. D'habitude, un cœur, c'est rose, style framboise. Là, les cœurs étaient... leur teint était plus foncé que les autres, puis les cœurs étaient rayés. Alors, vraiment maganés. Alors, il fait cette enquête-là. Puis là, on dit, ouais, mais c'est des gros buveurs. C'est juste normal. Mais il dit, des gros buveurs, là, on en a depuis toujours. Puis il y en a à travers le Québec. Avoir autant de morts de cette manière-là dans un court moment concentré, selon lui, il y avait quelque chose qui fonctionne pas. Alors, c'est un bon enquêteur, il commence à faire une enquête. C'est qui ces gens-là? C'est quoi leur consommation? On l'a dit, grosse consommation de bière. On se rend compte aussi qu'ils boivent tous de la DAR. Bon, à Québec, c'est 85%. Il y a des fortes chances. C'est pas normal. Non. C'est ça, statistiquement. Depuis 20 ans, là, c'est des buveurs de DAR à 10 pintes et demi minimum par jour. C'est aussi des gens qui vont jeûner souvent pour pouvoir boire. Seigneur. Ça va rentrer dans le compte parce que lui va faire des enquêtes, puis il va écrire, parce qu'il n'y a pas d'Internet, écrire un peu partout, fouiller dans les livres, puis là, il va trouver des indices des mêmes choses qui sont arrivées ailleurs dans le monde, en Belgique, à Portland, à Minneapolis, dans l'État de New York. Et tout ça mène que c'est des gens, ces gros buveurs-là, qui jeûnent et aussi qui vont consommer du cobalt, une sorte de métal. Et là, pourquoi le cobalt? Pourquoi le cobalt? Le cobalt est utilisé à l'époque dans la bière, où on en met un peu dans la bière pour faire mousser la bière de façon artificielle. Les gens aiment ça, avoir un beau col de mousse. Un peu de cobalt, ça fonctionne. Mais pourquoi ailleurs, à Trois-Rivières, à Montréal, il n'y a pas ces problèmes-là? Alors lui, dans son enquête, se rend compte que la DAR de Québec est produite à Québec. La DAR ailleurs est produite ailleurs. Et là, en fouillant, il se rend compte qu'à Québec, on met pas le même taux de cobalt que le reste du Québec. 16 fois plus de cobalt à Québec, parce qu'on disait que les gens de Québec aimaient la mousse. Ah. Ils aimaient ça quand il y avait un plus gros col, puis c'était plus mousseux. Si une bière moussait pas à leur goût, tu avais peu de chance de la vendre. Alors, d'or, à Québec, on rajoutait plus de cobalt, 16 fois plus. Alors, t'as toujours dans son enquête, et les mêmes autres places où j'ai cité dans le monde, c'est des places où on utilisait plus de cobalt pour faire une plus grande mousse. Alors, ces gros buveurs-là, qui jeûnaient régulièrement, ont eu des problèmes cardiaques, puis plusieurs sont morts, puis tous les autopsies montrent ce cœur zébré-là. Alors, son enquête est menée, puis là, comme c'est un médecin, il va bouger les choses, parce que les familles, ça faisait pas bouger beaucoup le gouvernement. Pendant longtemps, on disait la Haute-Ville puis la Basse-Ville, le politique en Haute-Ville puis les ouvriers. Bon, dans la réalité, c'est pas toujours de même, parce que il y avait des ouvriers aussi dans Saint-Jean-Baptiste. Mais dans les 20 morts, là, c'est des gens de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Limoilou. Alors, c'est sûr, ça touche moins, puis des gros buveurs, on disait, des alcooliques, des ivrognes. C'était pas des notables. C'est pas des notables, ça intéressait personne. Mais comme un médecin cardiologue comme Yves Morin, de sommité, s'intéresse à ça, là, il fait bouger les choses auprès du politique. Puis là, on enquête chez DAR.
Puis là, Dow dit non, c'est tous des mangeurs de viande avariée. Oh, ça va choquer les gens. En plus de pas vouloir reconnaître, on... pas sous-estime, mais tu sais, on dénigre. On maquille un peu la réalité. Oui, puis on dénigre la clientèle de Dow en disant, ces Ouais. gens-là, des quartiers que j'ai nommés, c'est des mangeurs de viande avariée, c'est des alcooliques, hein, tout le monde de Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, Limoilou, hein, c'est toute la racaille ou presque. Ça va choquer beaucoup les gens. Lui, il va faire publier les choses. On va en parler dans Le Soleil, dans les journaux. Le politique va demander à un moment donné une enquête parce qu'on a peur là, que ça devienne un gros scandale. Et là, chez Dow, on va changer la recette un peu en catimini pour éviter ce problème-là. Sauf que le mal va être fait. Ça va se parler. Et là, la consommation de Dow va diminuer grandement. Elle va diminuer, bon, il y a les invétérables, là, ceux qui buvaient là, des pintes, des dizaines de pintes par jour qui vont continuer. Mais chez les jeunes, les autres buveurs, on va passer à d'autres bières. Puis ces gros buveurs-là vont finir par mourir. Alors la part de marché va diminuer beaucoup. 85%, 50%, 40%, puis ça va diminuer. À un moment donné, O'Keeffe va racheter, mais en brassant toujours la Dow. Puis à la fin, Dow va avoir presque pas de part de marché. Puis, Mais elle aura résisté quand même une trentaine d'années, je pense. Oui, elle va fermer en 1998. Ouais, mais c'était devenu là, très anecdotique oui, là, à la fin, là, la consommation. Il y avait plus de danger là. Il avait fait des changements là, en 66, 67 là, pour plus avoir ce problème-là. Mais le mal était fait alors que c'était une bière. Il y avait des bières aussi à niveau là, avec jouait avec le nationaliste québécois qui montait. C'était une compagnie là, très, très active. Je disais tantôt, à Montréal, sous la brasserie d'art, sur le toit, il y avait un planétarium, mais tout ça, même ailleurs, ça va baisser. Ouais. Ce qui fait que Molson va reprendre du galon, il va devenir la plus grosse brasserie. À Québec, c'est O'Keeffe qui va acheter d'art. Puis après, quand il va arriver les Nordiques, pas longtemps après, ça va être O'Keeffe, là, la guerre des brasseries entre O'Keeffe et Molson. Oui, ça pourrait faire l'objet d'une chronique, ça aussi, éventuellement. Merci beaucoup, Simon. Passionnant tout ça. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, ça fait plaisir. À la prochaine. Bye bye. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.